Eh ben, de retour donc au Pixel Days 2024 sur Megaforce Magazine et aujourd'hui on est avec JM Destroy, enchanté. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on ne sait jamais, qui est JM Destroy? Je suis un vieux de la vieille. Moi, j'ai fait participé à pas mal de magazines, dont Megaforce, où j'étais le rédacteur en chef après un Louis de la Cour. Et bon, j'ai participé au numéro 1 de Joystick, numéro 1 de Joypad, numéro 1 de Super Power, numéro 1 de Megaforce, numéro 1 de Playmag. Voilà, l'âge d'or du jeu vidéo. Enfin, ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu vidéo. Une période fantastique. Alors justement, vu que tu étais rédacteur en chef de Megaforce, moi j'aimerais savoir justement l'aventure Megaforce pour ceux qui nous visualisent. Donc est-ce que tu peux nous raconter comment tu as intégré l'équipe Megaforce justement? J'ai pas intégré l'équipe Megaforce en fait. Megaforce, c'est un magazine qui est né par la volonté de Mark Andersen et de Sega de développer un magazine sur la nouvelle machine qui arrivait en force en France, la Mega Drive. On avait déjà créé Joystick et Joypad, donc naturellement, l'équipe qui bossait sur Joystick et Joypad a intégré une partie d'entre elles, celle la plus motivée sur les jeux consoles, a intégré l'équipe de Megaforce. Et donc au tout début, est-ce que c'était un magazine officiel ou c'est seulement venu après? Non, les premiers numéros, c'est un magazine officiel. Pendant 2 ans, c'est un magazine officiel. C'est après 2 ans que la licence d'exclusivité, enfin pas d'exclusivité, pardon, d'officialité a été révisée avec Sega. C'est pour ça que le magazine a changé de nom. Voilà. Et justement, le magazine a changé de baseline, pas de nom, ça a toujours été Megaforce. Et justement, le fait qu'il y a eu cette collaboration avec Sega, il y a sûrement des anecdotes qui doivent être croustillantes par rapport aux constructeurs, je suppose. Et à HL. Hein. Franchement, non. On n'était pas spécialement privilégié par rapport aux magazines généralistes ou les autres magazines. On avait la même information. On n'avait pas un plus par rapport aux autres. Enfin, pas à mon souvenir. Ouais, vraiment. Et parce que l'année dernière, tu avais évoqué que tu recevais des jeux, enfin, des sortes de démos, je sais pas, ou ce genre de choses. Ouais, Des jeux en écran. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, on recevait régulièrement les jeux prom, mais comme tous les magazines recevaient les jeux en EPROM, c'est-à-dire qu'on avait les jeux sur des cartouches où il y avait des puces, il y a des circuits intégrés, des puces qu'il fallait enlever et remettre, et il y avait le jeu sur ces ROM, sur ces EPROM, et donc on les changeait, on les intervertissait, et on avait un nouveau jeu avec la même carte mère. Voilà. Et comment tu as vu justement l'évolution du magazine? Parce qu'on sait qu'après, bon, c'était, comme tu l'as dit, officiel Sega, après c'est devenu Sega tout court, après on est devenu multigénéraliste, et après il y a eu même le changement de logo. Comment tu peux expliquer cette évolution justement? C'est en fonction du marché. Au départ, Sega, ça marchait très fort, donc Megaforce, le magazine officiel, vendait énormément. Après, il n'y a pas eu quand on n'était plus officiel, quand le magazine n'était plus officiel, il n'y a pas eu de changement, modification au niveau de la ligne éditoriale qui est toujours restée la même. Mais après, Sega, ils se sont plantés avec la Saturn, donc le marché Sega était moins important. Et au bout du compte, on était obligé de parler de la PlayStation aussi, parce que c'était la console qui était vraiment en vogue et très puissante. Donc du coup, on parlait de la PlayStation et de la Saturn, sans privilégier l'un par rapport à l'autre, peut-être au désespoir des fans de Sega. Mais on ne pouvait plus vendre Megaforce uniquement pour les joueurs Saturn. Le marché n'était pas suffisamment important. On serait mort si on avait fait ça. Et après, il y en a beaucoup qui disaient justement, ce qu'ils ont reproché, c'est qu'ils ont dit c'est dommage que Megaforce n'a pas fait l'actualité import. Est-ce que tu trouves que c'était nécessaire par exemple? Mais on l'a fait. On l'a fait, pas au début parce que le but de Sega via un organe officiel, c'était de vendre les titres qui étaient présents sur le territoire français. Donc au début, on a eu une rubrique qui s'appelait Sayonara dans Megaforce où on parlait de l'import. Mais on ne testait pas les jeux en import parce que le but c'était quand même de promouvoir la marque Sega et donc les jeux officiels. Ça me paraissait logique. C'est un magazine officiel, c'est pas un magazine multimachine ou un magazine non officiel. Donc il y a quand même certaines règles à respecter, ou règles tacites, mais en tout cas on les respectait. Il fallait, c'était important. Et justement, pour faire les magazines, est-ce qu'il fallait, beaucoup comme les accords par rapport aux photos, etc., liés justement à Sega, est-ce qu'il fallait des accords par rapport à ça? Non, pas du tout. Après, on était vraiment traités de la même manière. Il n'y avait aucune lecture de la part de Sega, aucunement, on était libre de faire ce qu'on voulait. Même les photos, non, il n'y avait rien du tout, rien, absolument rien.
non, on était 8, on n'a jamais signé quoi que ce soit. On recevait toutes les hectares, c'était des diapositives en avance. On avait les jeux en EPROM comme tout le monde, en avance, mais il n'y avait pas de clause de confidentialité, ça n'existait pas à l'époque. Mais pour qui que ce soit, moi je m'occupais aussi de Super Power ou de Playmag après, jamais on a signé des contrats ou quoi que ce soit pour avoir des photos. Enfin, c'était ridicule à l'époque, ça n'existait pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est à la mode, mais à l'époque c'était inconcevable. Et justement, il y a une question qui va être... pourquoi il y a eu le changement de logo aussi? Parce que c'est vrai que le logo emblématique est resté jusqu'au numéro 58, je crois, et après il y a eu un changement à la fin. Pourquoi exactement? Franchement, je ne sais pas. Moi, je ne m'occupais pas du logo, c'était plus marketing. Donc, je suis pas... Est-ce que le changement de logo ne correspond pas au changement de ligne éditoriale? Peut-être, franchement, c'est un peu loin pour moi, ça ne m'a pas marqué. Quoi. Ou sinon, on trouvait que le logo était obsolète, on voulait un truc plus branché. Je suis incapable de donner la réponse, vraiment une vraie réponse honnête. Je sais pas. Et par contre, est-ce qu'il était prévu un numéro 63 justement, parce qu'on sait que ça s'arrêtait au 62, est-ce que c'était prévu ou finalement c'était déjà planifié que c'était déjà arrêté au numéro 62? Je crois que c'est en fonction des ventes en fait et en fonction du marché. Au bout d'un moment, Megaforce ne devait plus financièrement être rentable. Donc inéluctablement, il devait s'arrêter. Donc je ne sais pas si c'était planifié. J'étais du côté rédactionnel, je n'étais pas du côté financier. Donc je ne peux pas répondre précisément à cette question. Mais j'imagine que ça n'a pas été planifié 6 mois à l'avance. Hein, parce qu'à partir du moment où il fallait arrêter parce qu'il y avait trop de pertes, donc on arrêtait. Petit point barre. Et justement, en parallèle, on sait qu'il y a eu le magazine Playmag qui est sorti quasiment à la même période, on va dire à quelques numéros près. Oui, Playmag est sorti plus tard, parce que Playmag est sorti quand il y avait PlayStation. Ouais. Il y avait quand même Megaforce qui était en parallèle vers la fin. Et on a vu, bon, c'est souvent la même genre d'écriture. Qu'est-ce qui a poussé? Pourquoi ça a basculé justement à Playmag? Parce qu'on sait que c'est plutôt un magazine généraliste, on va dire. Il n'y a rien qui a basculé, absolument. Il y a deux magazines indépendants. Il y avait Playmag d'un côté, qui avait une maquette un peu plus adulte, et Megaforce qui avait une maquette qui était quand même restée relativement plus jeune dans l'esprit, mais c'était deux marchés différents pour deux audiences différentes. Et donc c'était plus PlayStation Playmag? C'était machine 16 bits. Ouais. Le marché, il était PlayStation, il était plus PlayStation que Saturn. Donc on peut pas, le magazine est le reflet du marché. C'est pas le magazine qui fait le marché, quoique dans un sens peut-être, mais en l'occurrence là, la PlayStation avait tellement cartonné, et il y avait tellement plus de jeux sur PlayStation que évidemment il y avait plus de PlayStation que de Saturn, c'est normal. Si ça avait été l'inverse, il y aurait plus de jeux Saturn que de jeux PlayStation. Et il y avait la Nintendo 64 aussi, donc voilà. Et justement, le fait que entre les deux magazines, parce que chaque fois tu étais rédacteur en chef, est-ce qu'il y avait une vision différente, à part la marque, je veux dire, ou c'était vraiment le même style, plus ou moins? Non, il y avait un traitement de l'information qui était plus adulte pour PlayStation, moins adulte pour Megaforce. Mais sinon, au niveau de l'information, on avait à peu près tout. Oui. Alors, il y avait peut-être des articles de fond qui étaient plutôt destinés à la PlayStation et des solutions de jeu qui étaient plus destinées à Megaforce. Voilà. Et la Bible des secrets, t'as jamais... Enfin, si, t'as un peu participé avec Megaforce peut-être? J'étais directeur des rédactions de ces magazines, donc ouais, on a lancé la Bible PlayStation, mais je m'en occupe pas du tout. Donc toutes les astuces, les solutions de jeu, c'était pas pour moi. Moi, j'étais vraiment dans l'actu, dans les reportages, ouais, c'est ça, aller aux États-Unis, aller au Japon, aller en Angleterre, aller rencontrer les leaders, c'était ça mon truc. C'est ça que j'aimais faire. Et tu n'as jamais été en connexion, parce qu'on sait que Megaforce a été aussi en Espagne, au Portugal. Tu n'as jamais été entré en contact avec eux, par exemple? Non, pas du tout. Là, c'était vraiment le département commercial licence qui a vendu la licence à nos partenaires allemands aussi, je crois. Hein. Espagnols en tout cas, allemands peut-être, il y a eu, voilà. Mais non. Donc les Allemands, les Espagnols, ils reprenaient les sujets qui étaient traités dans Megaforce et ils devaient respecter la charte graphique de Megaforce. Et moi, j'avais pas du tout aucun regard à avoir là-dessus. Et pour le magazine, il y a eu un magazine aussi, le Euro Challenge. Là, c'était en France. Le Euro Challenge, c'est un magazine noir Megaforce pour le train. Ouais, pour le train, ouais, tout à fait. Ah oui, donc ça, c'était une demande de Sega. On a fait un magazine pour eux. D'accord, ok. Ouais. Et justement, avant le magazine, on le sait qu'il y a eu des trucs qui ont évolué. Il y a eu du Minitel, il y a aussi ça. Après, le magazine était mensuel, il est devenu bimensuel. Chaque fois, c'était par rapport au manque de livres, de magazines vendus, on va dire. Oui, c'est ça, c'est un aspect économique. Quand un magazine mensuel devient bimestriel, c'est une fois tous les 2 mois, forcément, c'est qu'il y a un loup. Donc évidemment, c'est une question de finance. Alors, je sais que... C'est cher faire un magazine. Hein. Mais justement, je sais que c'était comme ta profession, mais qu'est-ce que ça t'a fait de voir justement Sega évoluer comme ça avec Megaforce même?
Ouais, c'est moi, j'ai écrit un bouquin sur Sega. Sega, c'était plus fort que toi. Je crois que le titre, il évoque tout. Sega, c'est plus fort que toi. C'était le slogan phare de l'année, enfin de 3 ou 4 ans, la marque de fabrique de Sega avec ce slogan. Moi, le bouquin, j'ai écrit Sega, c'était plus fort que toi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que tu penses en ce moment? Parce qu'on sait que c'était en fin d'année, ils ont annoncé des rééditions, je sais pas quoi, de Golden Axe, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ressortir ces vieilles licences? Même une animation Golden Axe d'ailleurs. Ah, je m'en fous totalement. Mais alors, rien à foutre. Je m'en moque. Ouais, tu t'es arrêté à la Dreamcast quoi. Ah, je me suis arrêté en 2000. Après, Sega ne m'intéresse plus du tout. Ouais, hein, franchement, ils ont fait... C'était une fantastique société, mais vraiment extraordinaire. Elle avait un marketing puissant, elle avait des jeux puissants. Quand tu discutes aujourd'hui avec les développeurs qui ont été des moteurs pour la Dreamcast, par exemple, Frédéric Reynal, que je connais très bien, qui a développé quand on est vieux, on perd les mots, on perd les titres. Toy Commander, pardon. Et vraiment, il a fait des jeux au départ de la vie de la Dreamcast. Et il m'explique que vraiment, la seule volonté, la seule contrainte que donnait Sega à ses développeurs, c'était que le jeu soit fun, drôle, amusant, sympathique, distrayant. C'était la seule contrainte qu'ils avaient. Et Sega avait compris ça. Et après, Sega a complètement... sont barrés en saucisse, quoi. C'était n'importe quoi. Et pourtant, la Dreamcast, c'est une fantastique machine. Et justement, on va reparler par rapport à ta société, donc Geeklines. Tu as fait un livre sur la Mega Drive. Est-ce que tu as envie justement de faire un ouvrage sur la Game Gear et d'autres choses? Oui, j'ai envie. Il faut le temps. Il faut le temps. Ouais, la Game Gear, c'est pas la priorité. Mais après, ça peut être Dreamcast ou autre, je veux dire. On va voir. Pour l'instant, déjà, finissons le PlayStation 2. Ouais. C'est un gros morceau, c'est quand même 1200 pages. C'est un gros morceau, 4420 jeux. C'est un gros morceau. Donc déjà... Une chose, on s'entend, là on va finir le PlayStation 2 et après on verra. Mais c'est vrai qu'après, il y a quand même pas mal de choses à dire justement sur ces consoles qui ont fait beaucoup de choix, d'erreurs comme la Mega CD ou d'autres encore. Hein. Mais ça, on a déjà fait un bouquin sur la Mega Drive, donc on a déjà tout dit sur Mega Drive, en long, en large et en travers. En plus, c'est une époque vraiment j'ai suivi de près, que je connais par cœur. Écoute, il faut vraiment... ça met beaucoup de temps de faire un bouquin comme ça, c'est vraiment énorme, c'est beaucoup de boulot. Donc on va se concentrer sur la PlayStation 2 pour l'instant. Mais oui, il est possible que l'année prochaine, dans 2 ans, il y ait des nouveautés Sega qui sortent, oui, c'est clair. Et je voulais te demander par rapport à ta société, est-ce que tu as des ouvrages qui sont en préparation justement à l'avenir? Nous on fait la PlayStation 2, c'est la priorité, finir la PlayStation 2. Super important, 1200 pages de vraie galère. Mais il faut que ça soit classe, et ça sera classe. Donc voilà, toutes nos ressources, elles sont là. Il y a des jeux Sega sur PlayStation 2 en plus. Pourtant... C'est vrai, il y a des jeux Sega, pas beaucoup, hein, mais il y en a. Bon. Là, on termine l'interview. Est-ce que tu aurais un mot à dire justement pour ceux qui nous regardent? Non, moi je suis super content de voir un magazine comme Megaforce qui a été ma vie pendant 5-6 ans, où vraiment j'ai kiffé de faire ce magazine-là, de voir que par un autre médium, Internet, il revit, moi ça me fait plaisir. Et puis en plus c'est une équipe sympathique, donc c'est parfait. Bon, en tout cas, je te remercie. Hein, faire un bisou pour tous les voilà, un bisou, voilà. Faire, hein. Un bisou, voilà. Ah, t'as raison. Franchement, tu l'auras pas 2 fois celui-là. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bon, en tout cas, si vous voulez, on mettra les renseignements de Geeklines sur la descriptive. C'est gentil. Et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut.